Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 14 octobre 2022, avec l'écrivaine Emmanuelle Bayamaktam, autour de la 13e heure, son nouveau roman paru aux éditions POL, avec le soutien des semaines d'information sur la santé mentale. Bonsoir, plus officiellement. Merci d'être là avec nous et avec Emmanuelle Bayamaktam, donc qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc voilà. Est-ce qu'on peut commencer, si ça vous va, par une... Donc vous venez à l'occasion de la parution de votre dernier livre qui s'appelle La 13e heure, aux éditions POL. Est-ce que vous voudriez bien nous en dire deux mots, nous en faire une petite présentation pour des gens qui peut-être ne l'auraient pas lu dans la salle? Oui, bien sûr. Même si mes livres sont assez difficiles à résumer. Alors, la 13e heure, c'est l'histoire d'une église, en fait, qui s'appelle l'église de la 13e heure, fondée par un certain Léni. Et Léni a décidé que nous ferions bien, finalement, d'écouter et de réciter davantage de poèmes, parce que lui, il a reçu une espèce de coup de foudre poétique quand il était au collège. Et donc, il fonde l'église de la 13e heure, et la liturgie de l'église de la 13e heure est basée sur la récitation de poèmes, en particulier d'un sonnet de Nerval, qui s'appelle Artémis. Alors, Artémis, ça commence par la 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi la première ou dernière, es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant. Donc cette histoire de 13e heure, qui est aussi la première, donne son nom à l'église fondée par Léni. Léni élève seule sa fille, Farah, et c'est elle qui raconte dans la première partie. Léni est le narrateur de la deuxième, et la mère de Farah, c'est Inde, et Inde, elle prendra la parole dans la troisième partie. Donc c'est un roman un peu une sorte de triptyque, un roman choral, où chacun donne sa partition. Que dire d'autre? Mais c'est déjà bien. Est-ce que du coup, peut-être qu'on peut faire la lecture maintenant, si ça vous convient? Oui. Comme ça, on aime bien proposer de faire des lectures aux auteurs, et puis voilà, pour... Très bien. Pareil, voilà, ça met dans l'ambiance, on va dire. Oui. Alors, c'est le début d'un chapitre qui est dans la troisième partie, donc c'est la mère de Farah qui raconte. Et le chapitre s'appelle « Le droit à l'erreur », qui est le titre d'une chanson d'Amel Bent. Bon, voilà, je vous expliquerai pourquoi. Le droit à l'erreur. J'ai raté ton enfance, Farah. Je n'y étais pas. Mais j'ai aussi raté la mienne, car je n'y étais pas davantage. J'étais trop occupée à méditer des plans d'évasion pour avoir une enfance, si on entend par là une forme d'innocence. Mais je peux compter sur Léni pour avoir préservé la tienne, et pour t'avoir empêché de grandir trop vite. Tu as 16 ans, presque 17. Et je ne sais pas s'il y a des chansons pour ça, mais il y a au moins un poème. Et je suis sûre que ton père te l'a récité comme il le faisait au temps de notre amour, quand il essayait follement d'infuser en moi tout le poème humain. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance, car mon adolescence était si ardente et si folle. Ardeur est le mot préféré de ton père. Et j'espère qu'il t'a communiqué la sienne, parce que je n'ai rien de tel à te transmettre, ni incandescence, ni effervescence, ni feu sacré, ni chaleur humaine. Je suis froide, Farah. Refroidie serait peut-être un mot plus juste, sauf que le résultat est le même. Mais à 16 ans, je brûlais, bien sûr. Mon cœur brûlait comme le temple d'Éphèse et comme la place rouge dans le poème de Sandrars. Je brûlais de quitter l'Essonne, ma vie de banlieusarde et mes années lycée. Je brûlais de tout brûler et de laisser derrière moi le petit tas de cendres de mon adolescence, avec ses aspirations confuses et l'idée fixe de ma féminité. Je brûlais d'être une femme accomplie au lieu d'une fille dégingandée, trop maigre et trop brune. Je brûlais de découvrir Paris, de me fondre dans l'anonymat des rues, de danser jusqu'à 6 heures du bar et d'émerger dans le petit matin rose pour aller marcher sur les quais. Merci. Merci. L'une des thématiques qui ressort dans, je pense, quasiment tous vos romans, c'est la famille. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ce microcosme? Qu'est-ce qui fait que vous en faites vraiment la matière de vos romans? Alors, bon, la famille, déjà, on en a tous une, même quand on n'en a pas. Alors, les familles dont je parle sont des familles
qui peuvent apparaître comme dysfonctionnelles, mais mon idée, c'est précisément que toutes les familles le sont, dysfonctionnelles. Et pour la 13e heure, j'ai voulu, dans la mesure où finalement je parle d'une famille un peu atypique, puisque c'est une famille monoparentale d'une certaine façon, Lenny élève Farah tout seul. C'est aussi une famille dans laquelle la mère est aussi le père biologique de l'enfant. C'est aussi une famille élargie, puisque Farah est élevée par toute une communauté. Et il me semble que ces nouvelles configurations familiales, elles interrogent la famille traditionnelle, et sans les idéaliser, parce que la famille homoparentale, monoparentale, ou la famille adoptive, c'est pas mieux, ou la famille recomposée, c'est pas mieux que la famille traditionnelle. Mais quand même, il me semble que ces nouvelles configurations, elles peuvent questionner de façon salutaire des usages normés, stéréotypés, qui sont aliénants, qui sont oppressants, mais que nous n'interrogeons pas forcément. Et alors, est-ce que effectivement la famille recomposée ou la famille effectivement telle que vous la décrivez, pas forcément mieux, mais pareil dans plusieurs de vos romans et particulièrement dans le dernier avec cette communauté et cette église, est-ce que vous pensez ou est-ce que vos personnages ont le sentiment que la meilleure famille, c'est celle qu'on peut se constituer soi-même? Alors, oui, moi, c'est mon sentiment. Disons qu'on a tort de fétichiser le lien biologique et le lien génétique. Ça, c'est un peu l'idée qui parcourt la 13e heure. Lenny est un très bon père pour Farah, avec ses défaillances, mais il n'a aucun lien. En tout cas, et puis on le sent entouré, on sent qu'il l'entoure Farah d'amour et qu'il essaye de lui construire un cocon. Voilà. On a eu des visiteurs express. Sitôt venus, sitôt repartis. Donc, finalement, les gens qui entourent Farah et qui n'ont pas de lien biologique avec elle sont tout autant sa famille que Hind, qui donc est son père biologique et sa mère en même temps. Bon, ça j'y reviendrai. Et puis, voilà, on sait bien que c'est au nom du lien génétique et biologique que se commettent les pires abominations. Les crimes d'honneur, c'est au nom de la famille qu'ils sont commis. Donc là, voilà, il y a ce thème qui là aussi structure un peu le récit, qui est que, oui, c'est très bien les liens génétiques et les liens biologiques, mais enfin, il y en a d'autres qui sont à inventer. Et qui sont peut-être moins aliénants. S'en défaire, entre guillemets, effectivement, pour avoir un peu plus de choix. Et alors, juste pour revenir sur le personnage de Farah, et justement sur ce lien biologique, en fait, elle est très entourée dans ce roman. Elle grandit dans la famille que son père lui a créée. Elle a des vraies figures maternelles, que ce soit biologiques avec Sophie ou plus spirituelles avec Marciella, exactement. Et pourtant, elle est quand même toujours dans une quête de chercher la mère qu'on lui a vendue comme étant sa mère biologique, Hind. Oui, alors, ça me permettait aussi de... Alors, d'abord de lancer Farah dans une enquête et de la voir se doter des outils qu'elle prend dans la littérature. Parce que Farah, contrairement à son père qui ne lit que des poèmes, Farah ne lit que des romans ou regarde des séries. Elle est dans la fiction, elle est dans le récit. Et comme elle lit énormément de romans policiers, elle se dote d'outils quasi scientifiques pour mener l'enquête. Bon, ça n'empêche pas le fantasme et l'irrationnel. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, que j'ai déjà oublié du reste. C'était sur la quête biologique, justement, alors qu'elle était elle-même entourée. Elle est très critique sur ce lien biologique, et pourtant, effectivement, elle rêve de retrouver sa mère, et elle fantasme beaucoup sur cette mère, sur laquelle elle n'a que des informations lacunaires, voire mensongères. Et d'ailleurs, est-ce que je peux rebondir justement sur cette partie Farah roman, Lenny poésie, Hind, chanson pop populaire, Amel Bent et autres. Donc on a vraiment l'impression de ce triptyque. Complètement. Ça, c'était vraiment délibéré dans la construction du roman. Ouais. Et est-ce que pour vous, parce qu'ils s'affrontent avec les personnages, c'est-à-dire que Lenny n'aime pas la fiction, Farah ne comprend pas trop la poésie, enfin, s'il aime bien, mais voilà. Ouais. Et Hind ne lit rien du tout. Aucun des deux. Ouais. Est-ce que pour vous, pareil, les trois s'affrontent, se hiérarchisent, est-ce qu'ils se nourrissent, est-ce qu'ils sont tous... Ouais, c'est compliqué. Disons que, en vouant la première partie au roman, la deuxième à la poésie, la troisième à la chanson, moi, je me suis tenue à l'intersection des trois, parce que j'aime les trois. Alors, je lis essentiellement des romans,
Mais j'ai beaucoup lu de poésie et je m'en récite. Enfin, c'est très présent pour moi, hein, la poésie. Mais je lis quand même, voilà, l'essentiel de mes lectures tient au roman et j'écoute beaucoup de chansons. Et je voulais que la lectrice, le lecteur se tienne comme moi à l'intersection des 3 genres. Alors, est-ce que je hiérarchise ? Non. Et de plus en plus, me semble-t-il, les individus contemporains sont faits de ces strates de culture. Alors, il y a un sociologue qui a très bien théorisé ça, il s'appelle Bernard Lahire, dans un livre qui s'appelle La culture des individus, où il dit que voilà, nous sommes faits de ces strates de culture, et aujourd'hui, on peut très bien aller à l'opéra, aimer le foot, écouter du Hamel Bent, lire du Proust, et peut-être aussi, je sais pas, des magazines féminins. Donc, il montre comment la culture populaire et la culture plus académique, plus savante, plus noble peuvent coexister. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours une culture dominante. Alors, moi, j'ai intégré aussi à ce récit des craintes et des doutes qui sont les miens par rapport au roman, parce que parfois j'ai le sentiment, quand je lis des romans, de m'abstraire du monde et peut-être d'être dans quelque chose qui relèverait du divertissement. Et c'est ce que Lénie dit à Farah, le roman c'est pour les gens qui s'ennuient. Et voilà. Donc même si j'adore le roman, même si j'en écris, j'ai quand même toujours cette crainte d'être dans une forme d'abstraction du monde. Donc voilà, j'ai écrit ce récit aussi avec mes doutes. Et voilà, j'ai opposé d'une façon un peu comique, j'espère, les 3 genres, mais j'aime autant la chanson que le roman et que la poésie. Mais qu'on retrouve d'ailleurs dans vos... à la toute fin, quand on voit toutes vos citations... Ah oui, à la fin, je remercie tout le monde. Ouais. On est sur un ordre alphabétique absolument Proust, démocratique. Sardou, Nerval, en vrac. Oui, voilà, c'est ça. Beckett, Hamel Bent, Jacques Brel, André Breton, Francis Cabrel. On pourrait continuer longtemps. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que on a l'impression qu'il y a une intertextualité ? Oui, bien sûr. J'écris comme ça. Oui, vous écrivez comme ça ? Oui. Vous pourriez expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr. Oui. Mais même dans le passage que j'ai lu, il y a un poème de Sandras, en fait. Il y a un jeu de pistes. On se demandait s'il y avait des jeux de pistes un petit peu partout. Des citations cachées. Voilà. Et là encore, elle est pas si cachée, puisque je donne le nom de l'auteur. Mais disons que de plus en plus, je m'autorise ça, ce tissage de mon texte à d'autres textes, ces références et ces citations. Je n'ai pas de guillemets, je n'ai pas d'italique, je n'ai pas de notes en bas de page. Je remercie donc tout le monde à la fin, comme vous l'avez dit. Parce qu'en fait, comment vous dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir une écriture métissée, hybridée, de faire ce que font les musiciens de jazz, par exemple, c'est-à-dire de sampler, de prendre un peu de Nerval par-ci, un peu de Sandras par-là, un peu de Musset ici, et de faire quelque chose qui, en définitive, est, je pense, ma langue. Je crois qu'on peut lire mon livre sans repérer les références. Quand on ne les repère pas, on sent peut-être une espèce d'étrangeté ou d'altérité de la phrase, et peut-être pas, mais peu importe. Je n'essaie pas de faire étalage d'érudition, d'autant plus que c'est une érudition très scolaire. J'ai ici une de mes anciennes élèves. Je pense que je lui ai parlé d'Apollinaire, d'Aragon, de Sandras et de Baudelaire. Donc je convoque des références qui sont archi connues, en tout cas qui sont très académiques de certaine façon. Je parle des références à la littérature. La chanson, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire encore à ce sujet ? Par exemple, pour vous donner une idée de la façon dont j'écris, dans la première partie de la 13e heure, Farah retrouve sa mère. Elle la retrouve en boîte de nuit. Elle ne sait pas que c'est sa mère, en tout cas dans un premier temps. Et cette scène de retrouvailles, c'est un pastiche de la scène du bal dans La Princesse de Clèves. Mais je crois que ça n'a aucune importance que le lecteur reconnaisse ou pas la scène du bal. Moi, j'ai envie de remettre en circulation ces textes parce que je les aime, parce que je ne peux pas écrire en faisant comme si rien n'avait été écrit avant moi, et que de plus en plus, je conçois mes livres comme une sorte de tribu aux auteurs qui m'ont construite. Je suis d'abord lectrice avant d'être autrice, et le fait d'avoir comme ça ce jeu de références, d'échos, de citations cachées, c'est aussi ma façon d'écrire un livre dans lequel je me place dans une sorte de lignée d'auteurs et d'autrices. Mais
avec déférence et en même temps avec le sentiment que c'est à nous, hein, c'est notre patrimoine. Allez-y, hein, Éluard, je suis désolée, c'est pour tout le monde. Apollinaire aussi, Proust aussi. Donc moi, je pioche. Non, je me demandais juste si c'était pas la même chose dans votre langue en tant que telle, puisque j'ai l'impression qu'on est autant sur une langue qui peut être très classique, comme avoir de l'argot, des anglicismes, de la trivialité, du noble. Enfin, moi là, je mélange les genres, les tons et l'écriture en tant que telle, mais à la fois dans la forme, le fond, on a cette hybridité aussi de votre langue. Oui, mais c'est peut-être un mot-clé, hein, hybridation, métissage, mélange des registres. Moi, j'ai une langue qui peut être très, très sophistiquée, très soutenue, et puis parfois dans les dialogues, ben, je m'autorise de l'argot, de l'arabe, du gitan. Enfin, dans les dialogues, je m'efforce à une forme de réalisme à laquelle je ne pense pas du tout dans le récit. Et effectivement, j'essaie comme ça de faire coexister des façons de parler qui ne sont antagonistes qu'en apparence, hein. Là encore, de même que je vous citais Lahire tout à l'heure, qui a théorisé le fait que on peut à la fois avoir une culture très pop et puis une autre un peu plus académique, un peu plus noble. De la même façon, moi, dans ma langue, il va y avoir des choses un peu triviales, un peu trash, un peu crues, et puis d'autres beaucoup plus raffinées. Mais en tout cas, on se faisait la réflexion quand on en parlait ensemble que ça devait être extrêmement dur de trouver l'équilibre en fait dans tous ces registres et que vous le faisiez parfaitement bien. Donc voilà, je ne sais pas si ça demande un travail de longue haleine ou si c'est naturel, mais non, l'écriture c'est tout sauf naturel. Oui, bah, moi je travaille beaucoup évidemment. Hein, ouais, c'est pas la 13e heure, c'est pas du tout mon premier jet vaguement corrigé. Hein. Ce sont des heures et des heures de travail, bien sûr. Non, mais je me demandais. Je commence à. On va se battre. Non, bien sûr, allez-y. Non, mais je vous entends beaucoup dire je m'autorise de plus en plus. Ouais. Et donc, toute question, alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, que vous écrivez sous deux noms. J'écris enfin, sous votre, deux noms. Voilà, votre nom. Est-ce que vous vous y autorisez de plus en plus parce que Rebecca Alighieri est apparue et elle est née de cette envie-là. Il y a une dizaine d'années. Ouais, en fait, moi je publie depuis 1996, donc ça commence à faire. Et pendant des années, j'avais très peu de lecteurs. Et ça m'attristait beaucoup. J'étais très mortifiée de cette absence de public. Et un jour, je me suis dit de façon un peu stupide, hein, je vais prendre un pseudo, je vais écrire un roman policier dans lequel je mettrai toutes les grosses ficelles romanesques. Ça va marcher, je vais devenir très riche, je vais être lue, et ce sera un best-seller, etc. Bon, ça n'a pas du tout marché comme ça. Mais, je conseille à tout le monde l'usage du pseudonyme, parce que le fait de prendre ce pseudonyme, Rebecca Alighieri, d'écrire un livre en me disant « personne ne fera jamais le lien entre ce livre et moi », ça m'a désinhibée. Donc ce premier livre, je ne prétends pas que ce soit un chef-d'œuvre. En définitive, je l'ai publié chez POL, ce qui n'était pas mon souhait. Et j'ai fini aussi par l'assumer et par reconnaître que Rebecca Alighieri, c'était moi. Mais la liberté que je me suis donnée pour écrire ce livre, avec ces grosses ficelles romanesques dont je vous parlais, elle a profité à tout ce que j'ai pu écrire par la suite. C'est-à-dire qu'en 2013, il y a vraiment eu une espèce de... quelque chose qui s'est dégoupillé dans mon écriture. Et j'ai écrit de façon plus libre. Voilà. C'est aussi un des rares avantages de l'âge. Hein. On gagne en assurance, on sait davantage ce qu'on veut faire, on se soucie moins du regard extérieur. Et voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense, quand bien même j'alterne entre les livres écrits sous pseudonyme et les livres écrits sous mon vrai nom, je pense que j'écris exactement ce que j'ai envie d'écrire sans me laisser infléchir par ça va plaire, ça va pas plaire. Voilà. Et alors justement sur cette question de liberté d'écriture, on se posait la question des personnages récurrents par exemple. On se demandait si parfois c'était une contrainte quand vous écriviez sous votre nom Bayam Aktam, parce que du coup il y a toujours vous reprenez toujours un personnage au moins qui existe dans votre roman. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que parfois vous vous imposez de manière systématique pour justement la création? En tout cas on a l'impression au fil de vos romans que vous créez une grande fresque. Et donc, est-ce que le fait de reprendre un personnage, parfois, vous le subissez comme une contrainte que vous imposez à vous-même, en fait? Alors, les personnages récurrents, je ne le fais que quand j'écris sous mon nom. Donc, c'est pas du tout une contrainte.
Donc j'ai Sharon qui revient de livre en livre, j'ai Arcadie, j'ai Nelly, j'ai Daniel, j'ai Farah, qui était déjà l'héroïne d'Arcadie. Non, au contraire, si je reprends un personnage, c'est pas du tout de façon artificielle et systématique, c'est parce que j'ai le sentiment que je n'en ai pas fini avec lui, ou le sentiment que j'ai vraiment créé une espèce de... Enfin, un personnage très riche et que j'ai envie de retrouver. Non, je ne le vis pas du tout comme une contrainte. Et puis en plus, vous les exploitez totalement différemment selon les romans. Enfin, c'est l'impression Oui. que ça donne, en tout cas, vous autorisez cette liberté-là. Oui, ce sont les mêmes personnages, en tout cas, à mon sens. Il y a quelques invariants, mais je les place dans de nouvelles configurations sociales, familiales, géographiques. Et alors, pour reprendre l'idée de cette grande fresque, en fait, pour nous, en discutant, ce qui lie vos romans, en fait, c'est que le monde assigne dès la naissance à tout le monde un patronyme, un genre, un corps, et qu'on a l'impression que ce qui rassemble vos romans, ce sont des personnages qui essayent de s'émanciper de ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, Est-ce que c'est l'origine peut-être de votre projet romanesque dans son ensemble ? Alors ça, je ne sais pas. C'est amusant parce que finalement, ce concept d'assignation, il arrivait assez récemment dans notre bagage notionnel. Oui. Et moi, je pense que c'est des choses que j'ai senties avant qu'elles soient... Enfin, de les théoriser moi-même ou de les lire ici et là. Mais il y a une phrase de Witold Gombrowicz, qui est un de mes auteurs fétiches, et qui est « Je ne sais pas qui je suis, mais je souffre quand on me déforme ». Et cette phrase-là, pour moi, c'est une espèce de mantra. Et j'ai souvent des personnages qui, effectivement, refusent les injonctions, les assignations, les terminations, les cases dans lesquelles on veut les mettre de façon abusive. Ce qui fait que j'ai des personnages, alors, effectivement, qui souvent ne sont ni filles ni garçons. Mais j'ai aussi des personnages qui sont ni noirs ni blancs, par exemple. Alors, ce qui peut vous paraître insensé, mais pas du tout. Par exemple, Sharon, qui est un de mes personnages fétiches, elle interroge un peu sur le plan des origines, parce qu'en la voyant, on se dit, bon voilà, clairement, elle est racisée, mais on ne sait pas si elle est métisse, si elle est arabe, si elle est latino, si elle est antillaise, si elle est... Enfin, voilà. Donc j'ai comme ça des personnages qui traversent un peu l'échiquier social comme des électrons libres, et une fois de plus, parce que ces personnages étranges, inassignables, marginaux, permettent de questionner des usages, des stéréotypes, des normes, des standards, dont je pense vraiment qu'ils sont aliénants et oppressants. Mais c'est plus facile de les questionner depuis les marges. Oui. Quand vous dites que vous l'avez senti avant de le théoriser, c'était justement un petit peu on se demandait surtout pas surtout, mais en tout cas pour le personnage de Hind, et donc toute la question du genre qu'elle peut... Donc le personnage de Hind, qui donc est née femme dans un corps d'homme, pour préciser, si jamais, voilà. Ouais. C'est une femme trans. Ouais. Voilà, exactement. Si, pour arriver à incarner ce genre de personnage, on est sur de la pure sensation de la création romanesque. Est-ce que vous lisez, est-ce que vous rencontrez, est-ce que vous théorisez justement, ou est-ce qu'on est sur de l'intuition? Ouais. Enfin, non, alors, moi je lis très peu de théories, hein. J'ai très peu d'essais, j'ai très peu de philo, j'ai très peu de sociaux. Parce que, je sais pas, d'abord parce que je touche très vite mes limites intellectuelles, et puis aussi parce que j'ai le sentiment que la théorie, ça viendrait peut-être figer des choses sur le plan créatif. Mais bon, je ne suis pas sûre de ce que je vous avance. Concernant la question du genre, qui aujourd'hui finalement est débattue de façon plus libre, qui a ne serait-ce que 10 ou 20 ans en France, on a un petit peu de retard sur les pays anglo-saxons. Moi, j'ai eu un personnage qui s'appelle Daniel, qui était déjà présent dans le premier roman que j'ai publié en 1996, qui était déjà un personnage dont l'identité de genre était fluide, un personnage qu'on dirait peut-être aujourd'hui non-binaire, mais j'avais pas du tout ce lexique à ma disposition. Mais j'avais déjà cette idée que les enfants, si on les laisse tranquilles, ils sont ni filles ni garçons. Après, ils finissent peut-être par rentrer dans le rang, hein, mais pas forcément, pas toujours, ou pas de façon très, très manichéenne. Donc, petit à petit, ce que j'écrivais a été rattrapé par les débats, les polémiques. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais je saute pas de façon opportuniste sur des thèmes à la mode, hein. C'est présent dans mon travail
depuis toujours. Et justement, oui, parce que du coup, la question du genre, là, je maintenant... me documente, oui. et par ailleurs, voilà, et j'ai des amis trans qui m'ont parlé. Oui, donc ça nourrit un peu quand même de tout sûr, ça. Ouais, ok. Et oui, donc la question du genre, là, maintenant, effectivement, elle est dans les débats de société. C'est une question qui déchaîne un peu les passions. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de Farah, donc qui est un personnage à la fois homme et femme? Non, c'est une femme trans. Donc c'est une femme. Farah? Ah non, Farah, pardon. Non, Farah, pardon. Ah non, oui, je croyais j'ai eu un doute. Ah oui, alors Farah... Non, donc vous avez raison. Non, Farah, c'est différent. J'ai un peu chargé la barque, c'est vrai. Ouais. En fait, vous avez fait de Farah un personnage intersexué, et vous avez, nous, ce qui est ressorti de notre lecture, c'est le sentiment que elle était. Alors je dis elle parce qu'elle est elle se vit comme fille. Elle paraît extrêmement sereine face à sa situation. Ouais. Alors, bon, là où je dis que j'ai chargé la barque, c'est que finalement, quelle était la probabilité pour qu'une femme trans ait comme enfant une fille intersexuée, enfin bon, bref. Mais peu importe. Il se trouve que Farah, dans Arcadie, déjà, elle a une forme d'intersexuation. Dans la 13e heure, elle en a une autre. Alors, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que quand on commence à travailler, à se documenter sur l'intersexuation, alors, dans le cas de Farah, c'est une insensibilité aux androgènes qui fait que finalement, elle aurait dû être un garçon. Elle a un cariotype masculin, mais les tissus qui auraient dû se viriliser pendant l'embryogénèse n'ont pas pu le faire. Donc, elle a un phénotype féminin. Elle ressemble plutôt à une fille, on va dire. Mais ça existe. Évidemment, c'est quoi ? C'est un pourcentage infime des naissances. Mais quand on commence à travailler sur l'intersexuation, on s'aperçoit qu'en réalité, beaucoup d'individus présentent des formes très légères d'intersexuation. Par exemple, je veux dire, voilà, une fille très musclée ou très poilue, un garçon sans pomme d'Adam ou dépourvu de musculature. Il y a des filles aussi qui ont des organes génitaux qui peuvent ressembler plutôt à des organes génitaux masculins et qui pourtant sont tout à fait normales par ailleurs. Donc on s'aperçoit que, moi l'idée de spectre finalement me parle assez, rares sont les gens qui sont aux extrémités du spectre. Donc bon, là, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes aujourd'hui, puisque voilà, on commence de plus en plus à refuser cette idée d'un monde où tout serait tristement binaire. Mais le personnage de Farah, là encore, permet de poser la question, mais finalement, c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon ? Question qui était déjà posée dans Arcadie, mais oui, différemment. Tout à fait. Mais là, c'est vrai que comme il y a le rôle des médecins également, la scène avec les médecins, où on a l'impression à ce moment-là qu'il traite un peu Farah comme une bête de foire, voilà. Et en fait, face à ça et face aux décisions des parents de ne rien faire de tout ça, finalement, voilà. Et en effet, elle est totalement, elle se pose rapidement des questions, mais voilà, mais c'est vrai que c'est vrai qu'elle est assez sereine. Alors peut-être parce qu'elle reçoit une éducation plutôt progressiste, elle n'est pas élevée par ses parents, mais par toute une communauté, par un homme, Lenny, qui est assez ouvert sur ces questions. Et après, moi, j'ai toujours des scènes de consultation médicale dans mes romans. J'ai décidé que j'en mettais au moins une par récit. Voilà. Mais c'est bien, ça crée un contraste aussi, justement, avec le monde de la secte. Voilà. Enfin, oui. Ça permet de donner aussi une autre vision. Non, mais pour rester sur les questions de genre, on s'en est posé beaucoup. on a beaucoup discuté, on a eu des grands débats. En fait, des grandes questions entre nous deux, justement. Alors, on a commencé par se dire que, en fait, dans vos romans, finalement, on pouvait peut-être tirer la conclusion, en tout cas dans la 13e heure, que peut-être le genre, ça pouvait pas être quelque chose d'inné, qu'il fallait que ça s'acquiert par la suite, ou que c'était une question de choix. C'est la définition même du genre. Hein. Oui. Que ce soit une construction sociale et culturelle. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Mais sauf que, en s'interrogeant sur tout ça, sur le fait de se dire, mais est-ce que ça devrait pas être un choix, en fait, etc., en relisant des passages du chapitre de Hind, tout venait contredire ça. On a eu l'impression de se retrouver dans une impasse et d'avoir un personnage qui justement avait pour but de poser plein de questions et de ne rien expliquer. Oui, alors de toute façon, ça c'est aussi un leitmotiv de mes livres. Oui.
là encore, les explications, les rationalisations, pour moi, c'est quelque chose qui empêche la fiction d'être fiction. Donc, il n'y en a pas dans mes livres. Et Inde, elle le dit elle-même, hein, elle s'en fout de Simone de Beauvoir. Oui, c'est ça. C'est ce passage-là. Elle particulièrement. sait juste qu'elle ne sait pas non plus ce que c'est qu'être une femme. Elle ne Ouais. sait pas non plus ce que c'est qu'être la féminité. Elle sait juste qu'elle n'était pas un garçon. Voilà. Et là-dessus, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Ça bute contre une espèce de conviction irréductible sur laquelle moi j'ai rien à dire. Je la constate, cette conviction irréductible, y compris chez des enfants. Et je pense qu'elle est parfaitement respectable. Mais je voulais que le livre pose plus de questions qu'il n'en résolve. C'était extrêmement réussi. Bon, très bien. Voilà. Vous êtes un peu perplexe. Bon, tout le monde l'est sur ces questions. Mais c'est surtout assez rafraîchissant sur. Il y a une mode actuelle dans le roman un peu à thèse, justement, ou à combat, ou à didactique. Oui, moi, je n'écris pas de roman à thèse, c'est sûr. Voilà, là, au moins, c'est un peu le contraire, quoi. C'est ça. C'est un peu un pied de nez à. Alors, ensuite, j'aimerais qu'on ne réduise pas Inde, le personnage donc, de la troisième partie, à son identité de femme trans. De même que j'aimerais pas qu'on la réduise à son identité de femme arabe. J'ai essayé en tout cas d'en faire un personnage plus complexe, plus mouvant que cette double... Mais c'est un personnage extrêmement complexe et c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans son rôle de mère aussi. Non, mais en fait, parce que presque la question là du genre ne se pose pas forcément en fait dans son rôle de mère. C'est que voilà, c'est. C'est une mère indigne qui revient 16 ans plus tard. Voilà. mais qui veut quand même. Mais qui a été traversée par toutes sortes quand même de sentiments, je pense, par rapport à cet enfant. Voilà. On dévoile beaucoup de l'histoire, mais il faut quand même lire le livre hein, si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà, donc effectivement, elle a vraiment énormément de facettes pour le coup sur toute son histoire familiale aussi. Enfin voilà, c'est pas un personnage qui peut se résumer tout court d'ailleurs, hein, je pense hein, effectivement. Et alors justement, on parlait de romans à thèse, etc. Mais comment est-ce que vous arrivez à construire une sorte d'éloge de la dissidence sans verser justement dans une forme de militantisme? Alors, déjà, je pense pas qu'on puisse dire que je construis, parce que moi, je construis pas mes livres, en tout cas pas ceux que j'écris sous mon nom. Je pars avec deux, trois vers, 2-3 hémistiches de l'un ou de l'autre, et et le livre avance. Parfois, on ne sait pas trop comment. De plus en plus, j'ai envie que mes livres soient ancrés dans la réalité contemporaine et qu'ils aient une dimension politique, mais là encore, que ça ne se fasse pas au détriment de la poésie, de la langue. Cela dit, souvent, mes épilogues sont très politiques, mais voilà, il ne faut pas que la thèse écrase tout sur son passage. Oui, mais c'est ça, c'est Inde qui dit... c'est un épilogue assez... Vous voulez le lire ? Oui, je veux. Ouais. J'aime bien ce passage. Donc c'est Inde qui s'adresse à Farah et qui dit... Moi, je commence où alors ? Je commence ça. Moi, j'avais commencé là, mais on peut commencer un peu plus tôt. Ou vous pouvez lire, non, si vous allez lire... oui, c'est très bien ça. Ouais. Retranchons-nous du monde qui ne veut pas de nous de toute façon. Car il est temps que tu le saches, si tu ne l'as pas déjà compris par toi-même. Ce monde ne veut ni des femmes habites, ni des enfants intersexués. Note qu'il ne veut pas non plus de ces fous qui mélangent tout, ces Guinéens qui se rêvent en guerriers vikings, lapsus, ces femmes qui se croient loups, ces mâles sigma qui se muent en prophètes et traînent tous les cœurs derrière eux. Le monde est straight, ma chérie, autant que tu t'y fasses, ou plutôt non. Ne t'y fais pas et entre en dissidence comme ton père. Merci. Oui, c'est un passage assez programmatique finalement. Avec, moi, ce qui me trouble dans la société d'aujourd'hui, celle dans laquelle je vis, mais je pense que c'est assez général, c'est la permanence de l'intolérance, de l'homophobie, de la transphobie, et donc Inde, qui a été en but quand même une grande partie de sa vie à des préjugés, à des réactions de haine et de rejet. Oui, elle conseille quand même à sa fille, de pas s'y faire et de se révolter. Mais alors,
un des lieux de la révolte, ou en tout cas de la dissidence, chez vous, est la secte. Parce que c'est marrant, parce que quand on ouvre un dictionnaire... La communauté. La communauté, la congrégation... Pas la secte. Je vais distinguer, bien sûr. Oui, c'était justement une des questions aussi. Parce que In emploie le mot secte, mais effectivement, avant... Alors, dans la 13e heure, comme dans Arcadie, du reste, c'est vrai que j'ai situé le récit dans des communautés. Pourquoi est-ce que je ne parle pas de secte, même si d'autres en parlent dans le récit? Parce qu'une secte, on n'y entre pas et on n'en sort pas librement. Dans une secte... vous êtes victime de coercition, de lavage de cerveau, de manipulation. Or, l'ENI ne force personne, ne manipule personne. Après, évidemment, il est une sorte de directeur de conscience ou on peut même parler de gourou, mais en revanche, il respecte l'intégrité et la liberté de ses ouailles. Donc moi, ce qui m'intéresse dans les communautés, mais les sectes m'intéressent aussi, de toute façon, les illuminés m'intéressent, on va dire. Mais j'aime les tentatives de vivre autrement, de vivre de façon un peu dissidente, un peu irrégulière, et dans les ZAD, dans les communautés, et même dans les sectes. Mais il y a cette tentative de vivre autrement, et qui, moi, me paraît intéressante, même si ça échoue souvent. Cela dit, il y a des communautés, aujourd'hui dans le monde, qui vont très bien. Il y a Lungomai, il y a Tamera. Tout se passe pas toujours comme dans le temple de l'ordre solaire où ils se sont suicidés à la fin. Idée que je reprends dans Arcadie. Donc des communautés dans lesquelles les gens essaient d'être respectueux d'eux-mêmes, de la nature, de ne pas avoir des relations amoureuses exclusives, ça existe et ça marche. Maintenant, c'est quand même assez rare. Et alors, il y a quand même une dimension dans ce roman qui est la religion, justement. Oui. Parce que certes, on n'est pas obligé de le qualifier comme secte, mais il y a quand même une dimension, c'est une église, religieuse. Voilà, c'est une église. Pourquoi est-ce que vous avez voulu apporter cette dimension-là de la religion? Alors moi, je voulais écrire la vie de Jésus, en fait, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait. Non, moi, je suis fascinée par le christianisme. C'est une religion qui me, j'ai une relation de fascination, répulsion vis-à-vis de cette religion, qui est quand même très étrange. Si on met les choses un peu à plat, si on la regarde de façon littérale. C'est quand même une religion dans laquelle on vénère le sang, les reliques, la souffrance, la passion, la crucifixion, les martyrs, les saints décapités, celles à qui on arrache des seins, ceux qu'on larde de flèches. Enfin, il y a quand même des églises dans lesquelles on conserve ce qu'on dit être le sang du Christ. Enfin, Vraiment, c'est extrêmement étrange et extrêmement romanesque. Si on y regarde, il y a une matière. Il y a un matériau intéressant. Et par ailleurs, ce qui est troublant aussi, c'est que le message du Christ, là encore, si on met les choses à plat, il est magnifique. Aimez-vous les uns les autres, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Enfin, tout est beau. C'est vraiment un message d'amour, de tolérance, de liberté. Et quand on voit que la religion, alors je parle du christianisme, mais évidemment c'est valable pour les autres religions, quand on voit les abominations qui se sont commises, qui se commettent encore au nom de la religion tout court, mais la religion chrétienne aussi, il y a une espèce de mystère irrésolu. Et donc c'est vrai qu'à travers ce livre, à travers le personnage de Lénie, je voulais interroger la question de la sainteté. Et pour moi, Lénie est un saint. Après, on en pense ce qu'on en veut. Effectivement, il faut lire le livre pour se faire son idée. Mais alors, il se réclame du millénarisme. Oui, alors le millénarisme, c'est là aussi. Ouais. Ouais. Bon, je prétends pas être une spécialiste. Et puis c'est vraiment un courant très, très polymorphe qui existe depuis avant même le christianisme, du reste. Mais les millénaristes, en gros, ils croient que le Messie va revenir sur Terre, qui sera précédé d'une ère de catastrophes, guerre, épidémie, et qu'ensuite, il fera advenir un règne de 1000 ans de paix sociale, de paix tout court, etc., avant le jugement dernier. Donc, comme nous vivons une période que nous jugeons, à tort ou pas, être une période de catastrophe, en tout cas, il y a des virus, il y a des épidémies, il y a des guerres, il y a des cataclysmes, il y a des attentats, les personnages de la 13e heure sont convaincus que Dieu va revenir sur Terre.
Et le millénarisme, c'est un mélange d'aspiration religieuse et d'aspiration politique. Le millénarisme, c'est aussi l'idée qu'il faudrait abolir les classes sociales et il faudrait que les pauvres aient leur revanche. Mais un des moteurs, c'est quand même donc l'angoisse, la peur de se replier vers ça, en tout cas d'aller vers ce genre de cocon, ou pas du tout pour vous? Comment dire ? Évidemment, le carburant de ce récit, ce sont des angoisses, des inquiétudes que je pense partager avec tout le monde ici, qui sont liées au réchauffement climatique, effectivement à la guerre. J'ai commencé la 13e heure pendant le 2e confinement et je l'ai terminé au moment où éclatait la guerre en Ukraine. Donc évidemment, je pense que les autrices et les auteurs, ils métabolisent l'actualité. C'est peut-être une de leurs fonctions, qu'ils le veuillent ou pas. Donc les congrégationnistes, les trézémistes, puisque je les appelle comme ça, ils sont simplement peut-être un peu plus angoissés que la moyenne, peut-être un peu plus fragilisés que les autres. Et la tentation, effectivement, est de se rassembler autour d'un leader charismatique, énergique, quelqu'un qui a des projets, des idées, des missions. Oui. Bien sûr que c'est une tentation. Et le retrait du monde, c'est une tentation aussi, bien sûr. Et puis il y a peut-être quelque chose de rassurant pour les millénaristes, par exemple, de se dire que le salut viendra d'autre chose que de l'homme, je ne sais pas. Oui, bien sûr, s'en remettre à Dieu, on peut y puiser une forme de réconfort. Oui. Il y a quelque chose moi qui m'a marqué aussi dans ce roman, c'est que il y a un mot qui revient très souvent, qui est le mot vérité. Et voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu plus de la place de ce, si on peut appeler ça un concept dans ce livre. Disons que Farah grandit dans le mensonge. Alors, il y a toujours des mensonges, des vérités dissimulées dans toutes les familles. Peut-être que là, c'est un peu plus marqué, puisqu'on lui ment sur sa mère. Et ce qui est troublant pour elle, c'est que par ailleurs, son père est un adepte forcené de la sincérité et de la vérité. Je ne sais pas si je peux aller beaucoup plus loin que ça. Je suis assez frappée quand même aujourd'hui par la façon dont finalement, alors je pense au personnel politique, ment impunément. Voilà, menté, il en restera toujours quelque chose. Alors je ne sais pas si les choses ont changé, peut-être que j'idéalise et mon enfance et mon adolescence et ma jeunesse. Il me semble que le statut du mensonge et le statut de la vérité a changé. Mais je pense à Trump, je pense aux vérités alternatives, je pense à ce qui se passe en Russie aussi, où finalement... il semblerait là encore que le statut de la vérité... je sais pas. Alors, Mais alors, puis il y a aussi le fait que... Alors, je crois que c'est un de vos personnages qui dit à un moment « chacun vit sa vérité ». Oui, alors après, de toute façon, évidemment que chacun vit dans une histoire qui se raconte et on vit tous dans une forme de fiction, mais il me semble quand même qu'il faut tendre vers le plus de lucidité possible. Mais en tout cas, on y a vu une sorte de raison de faire un roman choral, en fait, finalement. Parce que chacun donne une ça donnait une explication à cette forme narrative. En fait. Oui, là, vous avez tout à fait raison. Vous avez... Ça y est. J'ai tari vos questions. Oui, c'est ça. On est dans le temps. On est bien. On va pas tarder à terminer pour savoir si les questions dans le public. Il y en avait une question pour revenir sur les genres aussi, alors cette fois pas le même genre de genre, genre roman, poésie, chanson, mais en fait où il y a pour nous, il y avait une sorte d'absent qui n'était pas dans le sens où c'était pas nommé dans le roman, mais qui était le théâtre. Et en même temps, en fait, on a eu le sentiment, on était d'accord toutes les deux, que c'est ce qui traversait le roman, en fait. C'est marrant, on m'avait jamais fait cette remarque. Alors, ce que vous me dites fait écho à une expérience que je viens de vivre très récemment, puisqu'en ce moment, au théâtre de Sartrouville, donc près de Paris, se joue une adaptation théâtrale du roman Arcadie. D'accord. Et qui est d'ailleurs très réussie. Je pense qu'elle tournera en France et qu'elle passera par Toulouse. C'est magnifique, et je le dis sans prétention, puisque c'est mon texte, mais coupé. Et par ailleurs, tout repose sur une mise en scène extraordinaire et sur le jeu d'une actrice non moins extraordinaire. Et du coup, le fait d'assister à cette représentation,
m'a fait percevoir le caractère effectivement très théâtral de ma langue. Et depuis quelques années, d'ailleurs, j'écris pour le théâtre avec beaucoup de plaisir. Parce que... mais on s'est posé la question aussi, justement, on ne savait pas. Oui, donc, oui. Okay. Et en fait, j'aime beaucoup ça parce que c'est une aventure collective. C'est-à-dire que j'écris un texte, mais ensuite, je le mets à l'épreuve des comédiens, du metteur en scène, je le retouche, je le leur redonne, ils me le rendent. Enfin, une espèce de va-et-vient qui se fait entre mon texte et puis ce que eux peuvent apporter et proposer. Et du coup, autant j'aime être seule et j'aime écrire seule. Là, le théâtre, il y a vraiment cette dimension, collective, que j'aime beaucoup. Et puis en plus, et puis après, c'est un texte qui vit encore différemment après. Voilà. C'est ça, dans la 13e heure, on avait l'impression quasiment de décors et de va-et-vient d'acteurs dans ces décors, que ce soit le bistrot, l'appartement de Lynn, l'église. Alors oui, il y a beaucoup on les voit pas trop voyager. Enfin, c'est pas une unité de lieu, mais en tout cas comme si il y avait certains comme des décors qui changeaient un peu. 5, 6, on reste dans le 13e arrondissement de Paris, même si je le dis pas vraiment, mais pour moi c'était un jeu un peu avec le chiffre 13. Et de fait, beaucoup de personnages montent sur scène dans ce récit. Vous avez raison, puisque il y a Lénie qui prononce ses sermons, il y a des soirées karaoké dans l'église de la 13e heure. Donc là encore, Inde va se monter sur scène. Farah va monter sur scène pour réciter un très beau poème de Beckett. Donc effectivement, je l'avais pas vraiment vu de façon aussi nette. Et donc je vous remercie de cet éclairage. Alors moi j'ai quand même toujours une dernière question que je pose toujours, mais est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur votre prochain roman? Alors là je viens de terminer une pièce de théâtre précisément sur Michael Jackson et Britney Spears. Et là on va commencer les auditions des comédiens au Théâtre de la Tempête la semaine prochaine. Je suis ravie. Voilà, il se trouve que ça, je peux en parler un peu. Le 10 septembre 2001 à New York, donc veille du 11 septembre, mais vous allez voir, justement, il n'y a rien à voir, Michael fêtait ses 30 ans de carrière. Et il a invité Britney, qui était toute jeune, mais déjà célèbre, à faire un duo avec lui. C'est le seul duo qu'il ait fait pour cette soirée de gala. Et ils ont chanté ensemble The Way You Make Me Feel. Et je reprends cette anecdote et j'imagine les retrouvailles de Michael et Britney. Alors, Michael étant mort, comme chacun sait, donc dans les limbes, et puis le procès qu'elle va lui intenter, et puis un personnage de fan. Voilà, donc ça, je viens de le terminer. Et puis par ailleurs, je termine aussi un roman jeunesse qui paraîtra à l'École des loisirs, je ne sais pas quand. Merci. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? N'hésitez pas. Faire une remarque. On a mis 20 ans à la recevoir à Toulouse, alors on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Oui, parce que je crois que je devais venir aussi une fois où il y a une histoire de grève locale. C'est une malédiction, en fait. Non, mais vraiment, je peux vous assurer. Je pense que c'est au moins la 4e fois. Mais oui, parce en tout cas, on suit vos romans avec attention depuis quand même pas mal d'années. Donc, les premiers, je ne sais pas, moi, j'étais pas là. Donc, voilà. Mais tu n'es même pas née, je pense. Non plus, peut-être. Si, quand même. mais voilà. Mais donc, voilà. N'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez envie. Ça peut être une question ou ça peut être une remarque. C'est comme vous le souhaitez. Est toujours la plus dure, Personne, c'est votre dernier mot. Je vais donner le micro parce qu'en fait les rencontres sont enregistrées en fait, donc on a besoin. Oui, mais c'est enregistré dans le micro, donc je suis obligée de vous le donner. Voilà. Bon, chacun croit à qui il croit d'ailleurs, mais je commence par on est dans un pays laïque ou ceci ou cela. Mais ce qui m'a attiré un petit peu concernant la religion à propos de Jésus. Alors vous avez dit que le message et tout ça, super et tout ça. Mais si j'aligne Jésus avec Jeanne d'Arc, est-ce qu'il y a une différence, madame? Alors là, je ne peux pas vous répondre. À vrai dire, je ne me suis jamais intéressée à Jeanne d'Arc. Donc... oui, je sais pas. Je pense qu'il y a une même soif d'absolu, un même fanatisme. Mais oui, je ne sais pas que vous dire. Alors, je me suis vraiment pas penchée sur la question. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? C'est quelque chose sur le processus d'écriture. Récemment, j'ai lu un essai de Émilie Noteris qui s'appelle Wittig, paru au Pérégrine. Et
quand elle fait cette œuvre, elle met en avant justement l'idée qu'on ne peut pas, chez son corpus littéraire, dissocier la littérature de la théorie, qu'il y a de la théorie dans sa littérature et de la littérature dans sa théorie. Et justement, avec tous ces idées-concepts aussi comme Cheval de Troie, Opoponax, Julep, des formes qui viennent pulvériser aussi le récit et apporter, nourri de la critique sociale, mais justement non pas, comme peut-être vous semblez le suggérer, que ça pourrait enquister la sensibilité et la limiter, mais justement qui vient la saboter peut-être de l'intérieur en la transformant. Et ce que m'a fait aussi penser à ça, du coup, c'est quand vous avez parlé que vous êtes une lectrice, et justement, c'est très important. Émilie Noteris semblait dire que justement, c'était la lecture comme écriture et l'écriture comme lecture, et qu'elle mettait en avant deux choses dans les textes. Donc, c'est l'intertextualité que vous venez de dire. Donc, il s'agit véritablement de prendre des morceaux et de les intégrer, mais aussi que je ne connaissais pas, qui paraît, ça vient de la théorie littéraire, mais moi je ne viens pas de ce corpus, qui s'appelle l'hypertextualité, où il s'agit de réécrire des histoires déjà écrites, par exemple, de discourir avec, par exemple, dans Virgile, non, c'est Dante. Et donc vous, plutôt, moi ce qui m'intéressait, comme vous l'avez énoncé, c'est justement ce rapport entre lectrice, lecture, écriture, écriture-lecture, comment ça... qu'avant tout, semble-t-il, il s'agit... Et comme elle l'écrit, je crois, Wittig, elle dit, je crois, pas in extenso, j'écris en fait pour des écrivains qui n'ont pas encore écrit. C'est-à-dire que tout lecteur est un écrivain potentiel, mais voilà, et en tant que dans la logique d'une réception qui fait que vous écrivez, les personnes qui lisent sont aussi en potentiel écriture. Et voilà, c'est ce lien qui m'intéresse, parce que moi j'ai lu pas tous vos ouvrages, mais la lecture de vos ouvrages ont été parmi les plus de très fortes. Pour moi, par contre, moi je lis beaucoup plus d'essais et de théories. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas souvent d'expérience fameuse avec la littérature, mais vous, quand je vous ai lu, ça m'a fait quelque chose, ça m'a transporté. Et quand j'entends que vous ne lisez aucune théorie et qu'à la limite vous en faites méfier, je me dis waouh, c'est génial, on a pu quand même correspondre dans un univers parallèle de ce livre qui fait que on a chacune nos espaces-temps, et pourtant vous m'avez touché. Donc voilà, c'était plutôt, vous répondez vous prenez ce que vous voulez de ce que je viens de dire. Mais vous en faites une petite marmelade et vous répondez ce que vous voulez. Alors moi ça m'intéresse beaucoup les auteurs, et d'ailleurs ce sont surtout des autrices qui mêlent théorie et récit. Je pense à Magie Nelson, je pense à Deborah Levy, je pense à Kate Zambreno. Enfin, il y a quelque chose qui se travaille là et qui m'intéresse beaucoup, mais que je ne fais pas moi. Cela dit, cette idée que en écrivant, j'ai l'impression de lire, en lisant, j'ai l'impression d'écrire. Enfin, ça me parle tout à fait. Mais je pense qu'il y a de la théorie qui circule dans mes récits, mais j'espère qu'elle le fait de façon très légère, très poétique, et pas de façon trop dogmatique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Oui, oui, vas-y. Moi, il y a justement deux scènes qui m'ont beaucoup marquée dans la première partie sur Farah. Oui. C'est celle du bal que vous avez évoqué tout à l'heure, enfin du bal de la boîte de nuit du coup, mais bon, vous avez fait le lien avec la princesse de Clèves. Et celle où Farah, elle imagine sa mère en regardant le clip d'une chanson. Le film d'Almodovar. Voilà, c'est ça, d'Almodovar. Talon aiguille, dont j'avais oublié le nom, et d'où on comprend un peu au fil de la description que la personne qu'elle visualise comme sa potentielle mère n'est pas une femme. Non, c'est un homme. Et c'est Miguel Bosé. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé ça super beau. Et surtout, après, quand on continue le roman, qu'on comprend que Hind, c'est une femme trans. Et toutes les difficultés qui ont suivi justement la naissance de Farah, quoi. Ouais. Et je me demandais un petit peu, justement, si le lien entre la scène de la boîte de nuit et cette imagination-là, il y en avait un. Comment il a été réfléchi un petit peu ? Alors, oui, il y a un lien. Parce qu'en fait,
dans les deux cas, finalement, j'insère dans mon récit alors une scène d'un film merveilleux d'Almodovar qui s'appelle Talon Aiguille, une scène du roman merveilleux de Anne de Lafayette qui s'appelle La Princesse de Clèves. Donc oui, pour moi, c'est le même processus. Par ailleurs, il y a un moment où je fais revenir Inde et où elle s'habille comme Miguel Bosé dans Talon Aiguille. Donc oui, quand même, je crée des connexions entre différents passages du roman. Mais j'ai des références cinématographiques dans mes romans, comme de même que j'ai des références à la chanson, au roman, à la poésie, etc. Mais il y a quelques scènes de films qui émaillent mes récits. Une dernière question. Donc, pareil, moi, ce qui me touche beaucoup dans votre écriture, c'est la phrase qui se déploie par strates, comme ça, par intertextualité. Et je me demande à chaque... Enfin, comment vous avez dit que vous construisiez à partir de 3 hémistiches. Comment ça se construit? Enfin, parce que vous avez des personnages qui sont super denses. Vous avez dit, j'ai un peu chargé la barque. Donc, comment... Et dans tous, en fait, on a une phrase qui est longue, dense, et ça avance. C'est jamais jusqu'où ça va nous mener avec des références. On entend plein de sons différents, des choses qui superposent comme ça, parce qu'il y a des fois, on reconnaît presque... on peut reconnaître un vers quand c'est vraiment connu, mais où des fois, il y a une familiarité, finalement, avec... et puis, en même temps, ça part sur autre chose. Donc on a cette langue comme ça qui est super riche, qui est magnifique. Et puis à côté de ça, on a des personnages qui sont complètement étranges en fait, qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît, qui sont et du coup comment ça se construit. Alors oui, je répète, moi j'ai vraiment pas le sentiment de construire. Quand je dis que je pars d'un hémistiche, par exemple la 13e heure, c'est vraiment venu du sonnet de Nerval, Artémis, la 13e revient, c'est encore la première, etc. C'est venu aussi d'une phrase de Mallarmé, je sais même pas dans quoi je l'ai trouvé d'ailleurs, mais c'est Mallarmé, raté, nous le sommes tous. Et voilà, donc je pars avec l'idée de raconter un échec. Léni échoue à garder Inde auprès de lui, il échoue à fonder la 13e heure, il la fonde, mais elle ne répondra pas vraiment à ses aspirations. Et ensuite, je pense que vous avez raison de parler des personnages. Je crois que mes personnages, dès que j'arrive à les visualiser, à les créer, c'est autour d'eux que se structure le récit, finalement. Mais je n'ai pas de plan préétabli, je n'ai pas de scénario, pas du tout. Je vous dis, Mallarmé, Nerval, et c'est parti. Ouais. Bon, là, j'avais Farah. Il se trouve que Farah, elle était déjà là, puisque c'était l'héroïne d'Arcadie, mais parfois, ce n'est pas le cas. Alors, j'étais même pas sûre de donner la parole à Inde. Je pensais que ce serait très difficile. Et puis finalement... c'est la partie qui... C'est peut-être la partie la plus flamboyante. Et qui, en fait, lui donne encore plus de consistance, en fait. Vraiment, c'est... Ouais. Donc même pas le triptyque, non. Ouais. Et les personnages secondaires, parce que donc il y a ces 3 personnages qui sont les personnages principaux, mais en fait il y a des personnages secondaires qui sont géniaux, quoi. Marcella, par exemple, elle a une vraie épaisseur quand même de caractère qui nous est donnée par les autres personnages, évidemment, mais oui, il y a Sophie, Spiridon, Marie Ciboire, Ragnar. J'aime beaucoup Ragnar. Ragnar, il est guinéen, mais il pense qu'il est viking. Bon, après tout, pourquoi pas. Et oui, j'attache beaucoup d'importance aux personnages secondaires. Je pense que, une des forces, c'est pas à moi de le dire, mais une des particularités de mon écriture, c'est que j'ai des personnages très incarnés et très riches et très complexes. Et parfois, en parlant avec d'autres autrices et d'autres auteurs, je vois que c'est pas toujours le cas. Je connais des auteurs qui ne visualisent pas leurs personnages, par exemple, mais ça ne les empêche pas d'écrire des choses très intéressantes. Oui, et puis il y a des romans qui tiennent moins par les personnages, effectivement. Exactement. Oui. Une dernière question. Et s'il n'y a plus de questions, est-ce que vous acceptez de signer les livres de personnes qui voudraient vous les faire signer, si jamais vous le souhaitez? On a quelques livres là-bas, si jamais vous n'êtes pas venu avec votre exemplaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Le roman La 13e heure est édité chez POL, comme toute l'œuvre d'Emmanuel Bayamaktam,
Si tout n'a pas péri avec mon innocence, lauréat du prix Vialat et prix Ouest France étonnant voyageur en 2013, Arcadie, prix du livre inter en 2019, Les Garçons de l'été, prix littéraire de la ville d'Arcachon en 2017 et prix Folio des libraires en 2018, ou encore Il est des hommes qui se perdront toujours. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée le 14 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.